mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons deux appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poul-Malebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un pain qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise. Bienvenue sur Politikon, votre canal qui vous donne les indispensables. Vous faites bien de nous choisir et vous tombez au bon endroit lorsqu'on assiste à l'affaissement du débat politique et l'urgence, mieux, je dirais, la nécessité s'impose pour révolutionner l'espace public par des idées nouvelles, par une nouvelle énergie. La révolution de la pensée, c'est important. Qu'on passe par là pour colmater les brèches et arriver au niveau où nous voulons justement arriver grâce à la détermination des filles et fils du pays, la République démocratique du Congo, qui a besoin de la contribution de tout un chacun. Et en ce qui nous concerne humblement et honnêtement, nous essayons de mettre notre savoir-faire à contribution pour que le Grand Congo retombe sur ses jambes et puisse atteindre
son destin de grandeur. Allez, aujourd'hui, comment structurer notre cadre politique? La question vaut ce pesant d'or. Et d'où tire-t-il son essence? On essaiera, dans la mesure du possible. Ce n'est que la partie 1. Nous vous garantissons qu'il y aura la partie 2 parce que nous ne saurions pas éplucher ce sujet. Alors, le sujet, c'est la politique et la spiritualité. Quelle est la démarcation de Kasavubu à Félix Tshisekedi? On en parle pour que ces idées gagnent tout le monde et que cette fièvre révolutionnaire puisse nous pousser à faire face à tout le grand défi qui nous attendent. Pour en parler, quoi de plus mieux que d'opérer le choix sur un Fumu? Je l'ai taquiné tout à l'heure, il est le seul griot national qui nous reste. Fumu Toto, soyez les bienvenus. Merci de l'opportunité, c'est un privilège pour nous de vous recevoir sur nos antennes. Avec ma main sur le cœur, merci. Comment allez-vous? Comme le pays va. Le pays se porte bien ou mal? Les deux. Le D. Vous relativisez? Parce qu'il y a encore des Rwandais sur mon sol. Il y a encore mes territoires occupés par l'ennemi. Et il y a encore des Congolais qui se sont associés à des fossoyeurs de la République, à des agresseurs de mon pays. Je ne peux pas dire par là que le pays marche par rapport à cet aspect-là, parce que nous devons nous battre jusqu'à les bouter dehors. Mais je ne peux pas aussi non plus dire que le pays ne marche pas, parce que leur intention n'était pas seulement d'occuper quelques territoires. Ils annonçaient même d'arriver jusqu'à Kinshasa. Mais parce que nous travaillons, voilà pourquoi ils ne sont pas à Kinshasa. Voilà. Quand j'ai suivi la dernière sortie médiatique, si je ne m'abuse pas, de l'F-123, ils ont dit Kinshasa nous a imposé la guerre. Spirituellement, comment nous pouvons analyser ça? Dans la spiritualité de la politique, comment comprendre ça? L'AFC 123 et le gouvernement de la République démocratique du Congo signe un accord ou un protocole qu'on appelle l'accord de Doha. Là, c'est écrit. Les discussions patinent jusqu'à ce jour. Justement. Mais c'est écrit accord trouvé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC 123. Spirituellement, on doit comprendre que le mouvement AFC 123 n'est pas une rébellion. Parce que sinon, on devait écrire accord trouvé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et sa rébellion, ou les rebelles de l'AFC 123. Mais lorsque, quelques temps après, que nous n'avons pas encore récupéré quelques territoires occupés par Kagame et ses complices, ceux qui pensent être congolais communiquent en disant le gouvernement de Kinshasa. Est-ce qu'il y a un gouvernement de Kinshasa, République démocratique du Congo, qui viole l'accord? Parce que l'accord a été signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement AFC 23. Bon, maintenant qu'ils disent qu'ils sont les premiers à respecter l'accord, mais comment ils violent les termes de l'accord, les clauses principales de l'accord? Est-ce que cette nuance n'est-elle pas justifiée par le fait qu'on a un groupe rebelle qui écume des richesses du pays dans l'est de la République démocratique du Congo et qui se présente à la table des négociations, je dirais, en position de force? Non, mais le gouvernement de Kinshasa, c'est quelle personne publique ou collectivité publique? C'est qui? Et le gouvernement de Mbujimaï? Et le gouvernement de l'Équateur, c'est qui? Il n'y a pas un gouvernement de Kinshasa. Il y a un gouvernement de la République démocratique du Congo. Or, ceux qui ont commencé à attaquer le Congo par la guerre, ils disent c'est Kinshasa qui nous impose la guerre. Spirituellement parlant, vous devez comprendre que ces gens sont en train de se préparer pour faire la déclaration d'autonomie. C'est cela leur plan.
Mais quand Kabila dit qu'il crée la soudanisation, mais la soudanisation c'est quoi? C'est l'éclatement d'un seul Soudan à 2 ou demain peut-être à plus de 2 Soudans. Maintenant, quand Kabila crée la soudanisation et que son groupe armé commence à dire... Il dit en tant que lanceur d'alerte ou en tant qu'acteur? En tant qu'un opérateur spirituel, scientifique et politique. Je me dis, moi, que pour que l'AF-23 dise que c'est le gouvernement de Kinshasa qui lui impose la guerre, c'est que l'AF-23 se croit autonome et indépendant dans la partie du Congo qu'il occupe. Ça signifie qu'il y a déclaration progressive d'un nouvel État. Est-ce que ce n'est pas Kinshasa qui essaye de construire Mais Kinshasa, c'est récit? qui? Kinshasa n'existe pas. Bon, ce n'est pas le gouvernement congolais qui essaie de déconstruire ces récits en présentant par exemple Kabila comme le patron de l'AFC-M23. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais permettez que je puisse vous relancer. On a suivi après les sanctions infligées à Kabila par le département du Trésor américain, le ministre de l'Intérieur sortir et présenter Kabila comme le concepteur, l'instigateur. Alors que lorsqu'on lit les communiqués du département, on accuse Kabila d'apporter son soutien présumé c'est à quoi la la spiritualité de la politique? C'est la partie invisible des actes visibles des acteurs politiques. C'est la partie inaccessible au commun des mortels. C'est la partie qui ne peut être accessible que par les initiés, penseurs politiques, politologues et hommes d'État. C'est cette partie-là qu'on parle de la spiritualité de la politique. Je prends le président Macron. Lorsqu'un ancien président de la République de la France est mort, nous avons suivi, nous tous, qui était le premier à lui dire au revoir, le dernier à lui dire au revoir. Nous avons suivi ses obsèques publiquement. Qui a été avec lui dans la dernière chambre avant d'aller l'enterrer? Quels sont les mots qui se sont dit? L'autre est vivant, l'autre est mort. Pourquoi les laisser les deux seuls aux dernières heures des obsèques? Ça. Vous avez parlé de Joseph Kabila condamné. Sur le plan spirituel, il a été condamné. Et tout ce que les Américains pourront dire à tout le monde, ça suit cette condamnation. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu libérer sincèrement le Congo après avoir occupé le pouvoir. Est-ce qu'un ancien président, non, un président de la République honoraire, il n'y a pas d'ancien président de la République. Mais qu'est-ce que des sanctions purement administratives changent? J'arrive. Bon, du point de vue, quand les gens, qu'est-ce que ça change? Parce qu'ils ne connaissent pas la spiritualité de la politique. Parce que lorsque vous êtes sanctionné par le régime américain, il vous est interdit de transiter ou de trafiquer ou de travailler avec son dollar. Il vous est interdit de travailler avec les Américains. Et vous aurez des difficultés pour pénétrer les territoires américains. Alors que c'est la seule superpuissance mondiale. Comment alors vous pouvez être un acteur politique, mais qui a des difficultés avec les maîtres du monde? Mais nous avons l'exemple de Maduro. Il était souverain chez lui. On est venu le cueillir, on est parti avec lui. Et pourquoi ce discours, où est le juge? Pourquoi ce discours tendant à donner une puissance supranationale, je dirais, aux États-Unis? Mais est-ce quelle est notre partition? Est-ce qu'un politologue normal peut dire qu'il y a des États souverains? Un politologue qui n'est pas malade, il peut vous dire que la souveraineté existe. La Chine n'est pas souveraine? Non. L'Inde, la Russie? Aucun pays n'est souverain à partir du moment où tout le pays du monde reconnaissent la classification internationale avec une seule hyperpuissance mondiale qui sont les États-Unis. En attendant qu'il y ait une force militaire, culturelle, économique et supérieure aux Américains, il n'y a pas un pays souverain sur lequel l'Amérique ne peut pas dicter. Nous voyons qu'ils ont des sérieuses difficultés à bousculer le BRICS ou encore à en finir avec l'Iran. Non, mais ce qui se passe c'est là qu'on voit leur vulnérabilité. Ce qui se passe en Iran, c'est une preuve que vous ne pouvez être souverain que lorsque vous êtes plus fort que celui qui veut vous attaquer.
C'est quoi la souveraineté? L'autonomie des États, oui, mais la souveraineté, c'est quoi? Est-ce que nous sommes souverains, nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes? Personne n'est souverain parce que tout le monde dépend de quelque chose. Culturellement. Ben nous parlons quelle langue avec vous? Et nous adressons. La culture n'est pas que la langue. Mais je pose la question, c'est un des éléments de la langue, non? Est-ce que les Français peuvent discuter en lingala? Est-ce que la colonisation entre États cesse d'exister? Entre cultures a cessé d'exister? C'est ça le problème. Est-ce que Joseph Kabila avait besoin, après avoir fait 18 ans au pouvoir? Spirituellement. Tu as fait 18 ans. Spirituellement, nous sommes souverains? Là, vous avez épinglé la... Spirituellement, nous ne sommes pas alors, souverains du point de vue parce spirituel, économique, politique et quoi d'autre? Voilà. Spirituellement, nous ne sommes pas souverains. Est-ce que vous connaissez la généalogie politique de la République démocratique du Congo, des zéros jusqu'à nos heures? Je voudrais vous dire une chose. Pour être... D'abord, je ne parlerai... Moi, en tant que politologue, je n'utilise jamais le mot souveraineté. Moi, je n'en ai pas besoin. Et surtout qu'un Congolais normal doit éviter ces mots. Donc, vous voulez dire souveraineté veut dire puissance? Non, la souveraineté en sciences politiques, c'est l'état d'une chose qui n'a pas une autorité, un pouvoir au-dessus de lui ou d'elle. Mais est-ce qu'il y a quelque chose sur la terre qui n'a pas un pouvoir au-dessus d'elle? Allez, s'il vous plaît, analysons maintenant spirituellement le Congo. Je voudrais d'abord, vous gardez la main, d'abord pour mettre les choses au clair. Ouais. Commençons d'abord par le commencement. Ouais. Comment vous définissez ou comment nous devrions définir la spiritualité, tout d'abord? Et quelle corrélation entre la politique et la spiritualité? Mais écoutez, la politique est le même et spirituelle. Quand vous dites que les léopards, c'est votre animal totem, vous êtes dans la spiritualité ou dans la science? Les léopards, c'est un animal, mais pourquoi vous les considérez comme symbole de votre pouvoir? Quand le chef de l'État marche sur le tapis rouge, le symbolisme là évoque quoi? La science? Le drapeau lui-même. Est-ce que si nous sommes souverains aujourd'hui, nous devons avoir dans notre drapeau les couleurs là? Est-ce que les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo ont des rapports avec la spiritualité des Bantous? Je vous promets l'émission prochaine. Nous allons venir décrypter avec vous les couleurs du drapeau. Mais dans cette émission, on parlera d'abord des symboles, les emblèmes. Les emblèmes. Quand vous parlez des emblèmes, vous parlez des armoiries. Les armoiries. Donc la politique est hautement politique. La politique est hautement spirituelle. Tous les signes des symboles de la politique. Quand les serments, quand on prête serment là, c'est scientifique. C'est scientifique. Maintenant, je voudrais poser la question. L'hymne, prenez les dictionnaires, définissez-moi l'hymne. C'est un cantique spirituel, vrai ou faux? Mais tous les pays du monde sont définis par quoi? Chaque pays du monde, chaque nation du monde est définie par son hymne. Pourquoi alors quand vous êtes entré ici, a-t-il changé le symbole du léopard en lion? Et pourquoi a-t-il été tué de cette manière-là? On y arrivera. Comment alors vous définissez la spiritualité? La spiritualité, c'est un ordre. Un ordre. Métaphysique qui est la maternité de toutes les connaissances scientifiques et politiques. Ok. C'est ça. C'est-à-dire que si on n'est pas spirituel, on n'est pas normal, on n'existe pas. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le politique public découle de la spiritualité, l'émergence technologique découle de la spiritualité. Oui. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais c'est vrai parce que vous ne pouvez pas comprendre. Les savants qui inventent, ils ont étudié où? Et pourquoi nous, du tiers-monde, on n'accède pas à ces études-là? C'est ça. C'est ça. La science, c'est la première expression du monde spirituel. Le monde spirituel est métaphysique. Le monde spirituel est mystique. Le monde spirituel est ésotérique. Maintenant, lorsqu'il veut s'expliquer, ça devient la science. La science, c'est l'articulation d'un domaine spirituel. Il n'y a pas de science sans soubassement spirituel. Quand on est scientifique
et qu'on n'a pas l'onction de cette science-là, on est bête. Ah bon? Oui. Pourquoi on dit science à conscience n'est que ruine de l'âme? C'est-à-dire que la science elle-même doit être poussée par autre chose. Un chercheur qui n'est pas penseur est un scientifique inachevé. C'est ça le problème. Donc moi je pensais que la politique se nourrit de la spiritualité. Non, c'est bien plus que ça. Non, c'est la spiritualité qui crée la politique. Et d'ailleurs, d'abord, il y a la spiritualité, il y a la science et il y a la politique. Et la spiritualité, ce n'est pas la religiosité. Il faut que les gens comprennent. Les églises, les religions, ce sont les ennemis de la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est l'explication de l'être humain dans son essence, dans sa nature et dans sa culture. Je vais vous donner un exemple de la spiritualité. Voyons un peu la spiritualité d'Abraham. Nous allons vérifier avec vous. Je prends un peu pour ceux qui connaissent la Bible, parce que souvent chez nous, quand on parle de spiritualité, on croit que c'est la Bible. La spiritualité est dans et au-delà de la Bible. Abraham a parti de là pour la contrée du Midi. Genèse chapitre 20. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait que Sarah, sa femme, c'est sa sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah, sa femme. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech ne s'était point encore approché d'elle. J'évite le mot qui est ici. À cause de nos enfants et de nos sœurs. D'elle répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Suivez un peu la spiritualité de la politique. C'est-à-dire que dans une nation normale, son chef ne peut pas aller prendre la femme d'un autre. Et si spirituellement le chef prend la femme d'un autre, le chef d'une nation, d'un peuple, d'un village, il y aura la malédiction de Dieu qui va s'abattre sur ce peuple-là. Et lorsque Sakombi, paix à son âme, dit que Mobutu prenait les femmes des autres à sa présence, spirituellement, nous ne pouvons pas comprendre que les 32 ans de dictature sont justifiés. Est-ce que ce témoignage pouvait être corroboré? J'ai l'impression qu'il est le seul à avoir donné ce témoignage. Non. Mais pourquoi l'a-t-il donné? Vous croyez qu'il est en train de mentir? Lorsque le 32 ans de Mobutu, c'est fort de sa spiritualité qu'il a dirigé sans partage. Je vais vous faire voir la spiritualité politique du premier président au 5e président. Oui. On va vérifier tout à l'heure. Avant. Mais je vais terminer d'abord ce passage ici. Allez-y. Alors, Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit au Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit que c'est ma sœur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit que c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la couchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il y priera pour toi et tu vivras. Maintenant, verset 8. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapportant toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Le conseil des ministres qui était convoqué là, le sujet c'était quoi? Les songes du roi. Les songes du roi. Parce qu'on ne peut jamais devenir un esprit politique, un leader providentiel, une élite libératrice sans être un grand rêveur spirituel. Dans combien de régimes de l'Afrique centrale, en particulier, et de toute l'Afrique en général, les songes et les rêves du président sont gérés au niveau du gouvernement. Vous croyez que le président Tshisekedi ne rêve pas?
Qui gère les songes et les rêves du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Quand le président Tshisekedi était président en exercice de l'Union africaine, et même bien avant, il avait fait un pas spirituel de géant en demandant de récupérer les œuvres d'art ou les œuvres culturelles de l'Afrique du Congo. Est-ce que nous avons poursuivi ce débat? Mais quand Poutine est en train de bombarder en Ukraine, il est en train de récupérer les œuvres d'art. Est-ce que les Congolais respectent l'œuvre d'art comme un pouvoir? Comment pouvoir avoir un pouvoir scientifique, un pouvoir politique, sans au préalable avoir le pouvoir spirituel? Parce que le pouvoir spirituel est plus fort que le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Vous parlez de Kimbangu. Mais Kimbangu, le régime qui promet pour sauver le Congo et l'Afrique, il dit quoi? Un prince divin viendra avec un pouvoir spirituel, scientifique et politique. Kimbangu prophétise quoi? Nous allons d'abord acquérir notre indépendance spirituelle qui va occasionner notre indépendance matérielle, économique et politique. Tous nous reconnaissons Kimbangu. Mais est-ce que nous reconnaissons le pouvoir spirituel qui a été promis de nous être révélé? Donc Kimbangu n'a jamais été honoré à sa juste valeur. Il n'a jamais été reconnu au Congo. Parce que reconnaître Kimbangu au Congo, reconnaître Kimbangu Mobali, reconnaître Kimbangu Moto, Kondi Maliputa Lataki, Waneza Koyeba Yete. Et là, proposé par le chef de l'État Kamba en accordant le statut d'une ville à... Mais prenez les prophéties de Kimbangu sur les différents régimes politiques ou successions politiques au Congo. Lisez. Vous allez comprendre que nous n'avons pas encore reconnu spirituellement Kimbangu. Et même scientifiquement Kimbangu. Kimbangu conteste le fait que nous parlons les langues étrangères, les langues des autres. Jusqu'à présent, notre langue officielle, c'est quelle langue? Le français. Et pourquoi? Et pourquoi? Et quand Kadhafi est arrivé au pouvoir, quelle était la langue officielle qui était parlée? Et après son arrivée au pouvoir, quelle était la langue officielle qui était parlée? Pourquoi c'est que nous devons continuer à parler français lorsque la France ne veut pas nous aider à mettre fin à la guerre qui porterait atteinte à notre grandeur essentielle? Qu'est-ce que nous gagnons de la francophonie alors que nous sommes le pays le plus francophone du monde? Dites-moi, c'est pas le Congo après le Canada? Tout à fait. Et nous parlons les langues. Et en retour, nous gagnons quoi? Est-ce que vraiment s'il y a une Congolaise qui est candidate à la francophonie, le monde ici est sincère avec le Congo, on peut encore proposer d'autres candidats? Donc ce qui définit mieux le pouvoir politique, le pouvoir scientifique, c'est la dimension spirituelle. Parce que dans l'homme, il y a... Mais on en distingue combien de types, de sortes? Ah, j'arrive. Il y a les destins. Il y a le génie propre et il y a l'autonomie politique pour qu'un pays soit développé. Répétez. Pour qu'un pays soit développé, il faut que ce pays puisse posséder son destin ou le destin spirituel. Quand Lumumba dit, il communique, il dit, je reviens de la Belgique comme j'étais parti. Il parle en homme physique ou en homme spirituel. Ça veut dire qu'il dit que je ne pouvais pas corrompre mon élan spirituel à cause des présents, c'est-à-dire des biens matériels. Je suis rentré comme j'étais. C'est-à-dire on lui a proposé des choses pour quitter l'élan là. Quand Lumumba prophétise, il dit, mon pays se débarrassera de tous ses ennemis internes et externes. Je n'ai demandé pardon à personne. Je n'ai trouvé la faveur de personne. Ne me plaire pas, chère Pauline. Là, il est un homme. Est-ce qu'un homme peut accepter de laisser sa femme, ses enfants? Il est dans l'esprit. Mais est-ce qu'il y a des lumbistes au Congo? Faux! Non, il faut réagir. Qui réagissent? Parce que nous sommes morts pour le Congo. Mais vous les lumbistes, vous êtes arrivés au pouvoir. Vous avez géré de la même mauvaise manière comme les Mobutistes. En quoi alors Lumumba est nécessaire si c'est lui qui devait encore mal gérer comme les Mobutistes? Dites-moi que les lumbistes ont bien géré ce pays.
Un homme comme nous est mort pour le pays. Et vous qui dites que vous les suivez, vous avez été au pouvoir et vous avez géré comme ceux qui sont venus les tuer parce qu'ils ne voulaient pas de cette manière de gérer. Spirituellement, le Lumumba est reconnu au Congo? Non. Scientifiquement, non. Politiciennement, oui. Et on s'expose à quoi lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître les grands esprits qui ont pu révolutionner ou qui sont les percusseurs d'une certaine pensée? On s'expose. Le cas de Kimbangu et... On s'expose Lumumba. à la vision minimaliste de la politique. Tu vois, la politique a 4 dimensions l'acte politique, donc je vais dire ceci. La pensée politique, la science politique et l'art politique a 4 étendues qui distinguent l'ordre politique de tout autre. D'abord, je vais vous dire que la science la plus étendue, la plus puissante, la plus importante de la Terre, c'est la science politique. Non, c'est là dans le banayo. Il n'y a aucun pays au monde où sa politique ne marche pas et il est développé. Mais il n'y a pas un pays au monde où la politique marche bien et que ce pays est sous-développé. La politique est la même. L'État est appelé quoi? La superstructure sociale. Ça veut dire que dans la dimension de la pensée politique a 4 éléments. Sa profondeur, sa hauteur, sa grandeur et son étendue. Lorsqu'on n'est pas spirituellement élevé, on réduit la pensée politique à une pensée de l'individu. La pensée politique à une pensée de la tribu. La pensée politique à une pensée de la région. La pensée politique à une pensée de son entourage immédiat. La pensée politique à son âge. Un homme politique qui ne voit pas le Congo qui était 5000 avant lui et qui ne voit pas le Congo qui sera présent 5000 après lui. C'est une vision. Et là, on ne fait pas la promotion de l'idéologie. Non, parce que Kabila a fait 18 au pouvoir. Il n'est plus chef de l'État. S'il était spirituellement élevé, il doit montrer qu'au PPRD, il y a d'autres leaders qui peuvent conduire le pays sans lui. Mais lorsque le Kabila a 18 ans au pouvoir, plus les 4 ans qu'il a partagé avec son père, c'est 22 ans, plus les 2 ans qu'il a partagé avec le FCC, cash, c'est combien? C'est 24 ans. Dans sa tête, il n'y a que lui qui est leader au PPRD. Maintenant, le Congo va faire encore 200 ans après Joseph Kabila. Même s'il a très bonne santé, va-t-il faire 300 ans sur la terre? Les hommes de grande valeur spirituelle ont vu leur pays 1000 après. Et tout ce qu'ils ont fait pendant qu'ils dirigeaient, ils le faisaient en fonction de ce que va devenir leur pays longtemps après eux. Un parti politique doit avoir une durée de vie plus longue que la durée de vie de ceux qui l'ont créé. C'est pas ça? Mais dans notre arène politique, on assiste à... Nous sommes courtistes et nous sommes dans le présent. Et notre vision politique ne traverse même pas un siècle. Comment Mobutu arrive au Maroc? On lui pose la question. C'est lui qui a été 32 ans le maître du Congo. Il n'a pas su qu'il va mourir dans ces conditions-là. Supposez la question en bout de son vivant. Sais-tu que tu seras chassé par une rébellion? Sais-tu que tu mourras en dehors de ton pays? Tu sais que tu seras enterré par un comité restreint? Il allait répondre quoi? Naïbité, mais c'est ce qui lui est arrivé. Maintenant, combien de... mais lorsque lorsque spirituellement Mobutu prophétise, lors de son dernier discours à Kingabwa, lorsque la fidèle avec Mouzé, ils sont déjà au niveau de Kenge. Voici ce que Mobutu a dit. Que mon frère sache que les mêmes armes qu'ils ont utilisées par lui contre moi tourneront contre lui. Là, Mobutu prophétise comme esprit, c'est-à-dire Dieu lui remet. Parce que tu sais, quand tu diriges ton pays mal, on te ravit la conscience nationale. Mais quand tu as la fin du régime, on te remet la conscience que tu avais perdue pour que tu vois comment tu es idiot. Et Mobutu s'est compris, idiot, il a dit, les mêmes armes qu'ils ont utilisées par lui contre moi, ce sont les mêmes armes qui tourneront contre lui. Mouzé est mort conformément à la prophétie de Mobutu. Et quand il dit, après moi, le Congo se transformera ou se transformera en un déluge, d'où dirait-il cela? Lorsqu'on dit maintenant que tu es au Maroc, ton régime, Jeune Afrique qui l'interrogeait, il dit, il faut 100 ans pour que mon régime passe. Ça veut dire, les antivaleurs que j'ai sémés dans ces pays-là vont continuer encore un siècle. Mais c'est sa bassesse spirituelle qui l'expose.
Ok. Ce n'est pas le corps physique qui dirige un État, c'est l'esprit. Et il est impossible de trouver un président de la République qui n'est pas dirigé par un autre esprit. Alors ces pays auraient été liés par Mobutu? Si nous voulons comprendre de cette manière-là, si nous continuons le détournement maintenant, c'est quel esprit? Ce n'est pas l'esprit de Tshisekedi. Ce n'est pas l'esprit des 13 parlementaires. Ce n'est pas l'esprit de Tshisekedi fils. Ce qui détourne, ils ont quel esprit? Prenez le dossier des indemnisations, comment Fivao. Le revers qui viendra là, ça sera quoi? Il faut être vrai. Un homme politique, un homme spirituel est un homme réel, vrai. Un politicien est un hypocrite. C'est-à-dire, ce qu'il lui dit n'est pas ce qu'il va faire. Ce qu'il lui dit n'est pas ce qu'il est. Mais un homme spirituel est ce qu'il est plus que ce qu'il lui dit. Est-ce que vous avez compris? Donc, Pharaon, la spiritualité de la politique. Fais un rêve. Je vois cette ngombe ya kitoko ya mafuta baolia yango na ngombe sambwe konda konda. Le rêve de Pharaon. Pharaon se réveille, il appelle tous les membres de son régime, il dit, pour savoir que j'ai de bons conseillers, vous devez me dire des choses. Il me dit d'abord, qu'est-ce que moi j'ai rêvé dans ma couche? Deuxième chose, m'en donner les explications. Quel ndoto? Quelle question? Et tous les experts en sciences politiques, tous ces géologues, tous ces philosophes, ils se sont mis à spéculer. Je me pose cette question. Si Pharaon lui-même ne connaissait pas l'explication du songe, comment pouvait-il savoir que j'ai deux OPC en côté? Parce que lui... Et il ne s'en souvenait même plus. Supposons qu'il y a Yéba quitté. Mais Atouni je dehors, c'est pas ça. Atouni dehors, c'est pas ça. Atouni Kato, c'est pas ça. Mais il y a autant d'explications. Ozolu Kabatumsou a expliqué. Mais par quelle magie tu arrives à rejeter des explications alors que lui s'est présenté comme s'il n'avait pas l'explication? Je les suspecte, moi, d'avoir eu l'explication exacte de Dieu pour lui permettre de savoir qui parmi les gens qui l'entourent a vraiment l'esprit du pays. On a commencé à expliquer, personne. Alors, l'un de ses padetiers, c'est-à-dire celui qui servait à sa coupe, est venu lui dire, chef, parmi nous ici, je ne vois personne. Tout ce que nous faisons ici, ce sont des affaires, je ne sais pas comment, des simulacres. Mais je connais un homme, malheureusement ou heureusement, ce n'est pas un Égyptien. Non, vous êtes Congolais, vous n'aimez pas le Congo. Mais si un étranger aime le Congo plus que vous, Tolandanani. C'est sa réponse. Je suis dans l'exemple de Joseph. Qui vaut mieux un Congolais incompétent, totalement incompétent, qu'un étranger compétent. Je ne parlerai jamais moi cet avis. Moi, Congolais ou étranger, le dénominateur commun, c'est qui aime le Congo et qui veut le permettre à s'en sortir. Parce que Moutoumoko est étranger, Moutoumoko peut être autonome, tous migrants. C'est question que place Tokomi, tu définis l'intérêt de Nabiso, peut te défendre l'espace. Je ne sais pas si vous comprenez mon point de vue. Je comprends. Ça, c'est mon point de vue. Congolais du père de la mer, c'est bon, mais c'est une bassesse. Nous devons sortir de ce... Nous devons dire carton. Congolais de bonne qualité, Congolais patriotes, d'origine ou de naturalisation. C'est ce qui sauve le Congo. Parce qu'on voit parce que tous les Belges savaient quand même que le roi de Belge aussi était aussi à moitié allemand. Mais pour autant qu'il a défini ses intérêts en Belgique, qu'il ne peut pas trahir la Belgique. Où est le point des origines? Et Joseph sort, rappelle le songe au roi et en donne l'explication. Voilà. Et on lui confie de lourdes charges. Mais on arrive. Mais alors, posez-moi s'il a été dans quelle école de sciences politiques, de droit, de l'économie politique. À l'école de son père. Joseph était à l'école de Dieu. C'était un faiseur de songes. Et dans la spiritualité, les éléments les plus pondérés, c'est les songes, le rêve. Il était à l'école de son père. C'est lui qui restait tout le temps avec son père. Et il a appris aux côtés de son père. Non, Joseph n'a pas appris
aux côtés de son père, il a renforcé plutôt ce qu'il a appris de Dieu aux côtés de son père. Okay. Parce que Joseph a fait des songes avant d'être vendu par ses frères. Le premier songe, il a eu un songe, il a dit, j'ai vu le soleil et la lune et les 11 étoiles s'agenouiller devant moi. Son père a interprété, le soleil dans notre écriture, c'est moi ton père. La lune, c'est ta mère. Les 11 étoiles, ce sont tes frères. Ça veut dire que tu vas régner sur nous. Deuxième songe, il a dit, j'ai vu que nous étions en train de lier des gerbes avec mes frères, mais les 11 gerbes de mes frères, c'est ce qui l'a amené à être haï par ses frères. Et vous savez, Joseph portait une tunique de plusieurs couleurs. C'est ça la spiritualité. Interprétation. Mais c'est-à-dire qu'il avait la connaissance de plusieurs domaines de la vie. Et qu'il était capable de travailler pour plusieurs nations. Et qu'on ne pouvait pas le considérer étranger parce que quand Dieu donne l'intelligence, c'est pour au service de l'humanité. Donc Joseph, depuis longtemps, il était préparé à diriger. Déjà, il était spirituellement équipé. Et lorsqu'on est spirituellement équipé, on est politiquement et scientifiquement stable. Parce qu'on voit, c'est quoi la conscience spirituelle, c'est quoi? C'est la généalogie. On voit le passé, on voit le présent, et on est dans le futur. C'est-à-dire le présent de demain. Mais quand Mobutu trône un maître, et il ne sait pas après trôner, c'est ce qui va lui arriver. Est-ce qu'il est normal d'avoir, après avoir dirigé votre pays 18 ans, que vous soyez en prison? Est-ce qu'un homme normal qui a été président depuis que 18 ans peut se retrouver condamné par la justice de son pays? C'était évitable. Obama a terminé ses mandats. Il est très sérieux. Il est là, il est devenu simple homme. Pourquoi en Afrique, quand quelqu'un termine ses mandats, il continue toujours à vouloir se comporter comme président en exercice? Et alors, qu'est-ce qui renforce la spiritualité d'un dirigeant? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un leader politique ou nous n'avons que des dirigeants? Et parlons de la spiritualité. C'est vrai, il y a beaucoup de préjugés. Vous pouvez connaître quelque chose? La spiritualité de Mobutu à Kasavubu, leurs points forts et leurs faiblesses. J'arrive. Maintenant, Joseph arrive. Pharaon lui dit, j'ai eu un songe. On m'a dit que toi... Et puis, Pharaon, lorsque Joseph arrive chez Pharaon, Joseph n'était pas d'abord venu pour commencer à interpréter les songes. Il est venu écouter les sons de Pharaon. Et Pharaon lui a dit, voici, j'ai eu un songe, mais je n'ai pas l'explication. Mais ma question, c'est que toi, tu dois d'abord me donner ce que j'ai rêvé. Ensuite, tu vas m'expliquer ce que j'ai rêvé. Tu sais ce que Joseph lui dira? Donnez-moi 3 jours. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut savoir bien interpréter les sens des songes et des visions. Et après 3 jours, Joseph est revenu, il lui a dit, voici ce que toi tu as rêvé et en voici l'explication. Et quelle est la réaction de Pharaon? Personne dans mon pays n'a pu me dire ce que j'ai rêvé et m'en donner les explications. Le trône seul m'élèvera, je te donne tous les commandements de l'Égypte. Et c'est de cela qu'est venue la primature. Le roi règne et ne gouverne pas. Qui doit être le premier ministre d'un président? C'est celui qui sait expliquer la vision, les projets de société et le programme de gouvernance plus que le président lui-même. C'est ça le premier ministre. Qui doivent être membres du gouvernement? Ce sont ceux qui comprennent le président. Avec ça, plus que lui-même. Vous le poussez à tout bouleverser. Non, moi je vous le poussez à tout changer. Vous m'avez posé la question de la spiritualité. Oui, oui. Et je suis libre d'en parler. Je pense que vous avez raison. Parce que dans la spiritualité, je n'ai pas la chair. Même s'il y a des choses que je vais regretter, je vais les regretter quand je vais revenir dans la chair. Mais laissez-moi aller libre chez moi. Voilà ce que Pharaon dit. Je te donne tous les commandements du pays de l'Égypte. Le trône seul m'élèvera de toi. Mais le commandement, c'est toi. Et il a pris son anneau, il a fait revêtir. Et ensuite, il a dit, oui, mais parce que tu es un étranger, tu dois être lié en mariage avec un Égyptien, une Égyptienne. Voilà, c'est ça la condition que oui, demi-congolais, hein, tu côté que liberté, parce qu'il y a l'autre d'autres à côté Kamboka. Alors, ce cause-là, totalement étranger, et que tu n'as pas de lien de mariage avec le Congo, il y a des postes que vous ne pouvez pas occuper.
Et c'était pratiqué au temps de Mobutu. Bon? Si vous n'êtes pas 100% congolais et que votre femme n'est pas congolaise, on vous donne une congolaise. Il y a des limites. Parce que le mariage a une influence significative politiquement dans tous les sens. Et même au Rwanda, ça s'est fait. Hein? Vous révélez les choses. Et même ici, regardez, ça s'est fait. Quand les Philistins voulaient en finir avec Samson, qui était le plus fort de l'époque, on a envoyé. Delilah là, et c'est l'amour de Salomon envers Delilah qui a cédé la consigne, et puis on a eu. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la puissance de Pharaon était spirituelle, de Samson. Il fallait bâtir Kamoutoumoko dans la pembeni, à Kokola Kayesuki en tout temps. Mais bango ba bosana ki, batika ki sukezo la main, na bango. Donc ça pour te dire que les leaders qui vont sauver le Congo, ça ne sera pas des démocrates. Un démocrate est un amorphe spirituel. Le pouvoir n'appartient jamais au peuple. Je vais provoquer tous les politologues du monde entier. Il n'y a pas d'aberration dans le monde que de dire le pouvoir vient du peuple pour le peuple. Non, c'est faux. Le peuple n'a aucun pouvoir. L'origine du pouvoir politique est spirituelle, individuelle et élitiste. Point. Il n'y a pas de pouvoir du peuple. Le peuple n'a jamais eu le pouvoir dans le monde. Même en France, le peuple n'a pas le pouvoir. Parce que ce n'est pas le peuple qui crée le système politique. Ce n'est pas le peuple qui crée les idéologies. Ce n'est pas le peuple qui crée le projet de société. Ce n'est pas le peuple qui crée le programme de gouvernance. Ce n'est pas le peuple qui crée le parti politique. Ce n'est pas le peuple qui bat la constitution. Ce n'est pas le peuple qui présente une constitution au référendum. Où est-ce que le pouvoir a le peuple? Le peuple a exercé ce pouvoir où? Si le peuple avait le pouvoir, pourquoi ne l'a-t-il jamais exercé seul en cas de défaillance de ses dirigeants? Nous devons évoluer. Est-ce que vous avez compris? Le pouvoir politique est spirituel. Le pouvoir politique est individuel et élitiste. Mais si dans votre pays, vous avez une élite corrompue, sous-développée, triadiquement, il n'y a que Dieu qui vous libère. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons-nous une élite scientifique, politique et spirituelle? Je ne vais pas répondre à cette question. Allez-y quand même. Par respect à notre public. Pourquoi? Il n'a pas la réponse. Oui, papa. Est-ce que Makamonyo Songana Yebi? Il me semble que vous avez des réponses à tout. Non, nous connaissons en partie. Je ne connais pas tous les recoins de la République démocratique du Congo. Commençons. Alors, qui est une élite, d'après vous? L'élite, c'est l'ensemble des gens qui sont venus pour guider les autres de par leur nature. Toute autorité est naturelle. Si l'autorité politique n'était pas naturelle, tous les politologues seraient des leaders politiques. Ce n'est pas le cas. Si l'autorité n'était pas naturelle, tous les juristes seraient des leaders d'État. Ce n'est pas le cas. Le pouvoir est inné. D'où il faut trois consciences dans la spiritualité de la politique. Il faut la conscience généalogique de l'être et du but de l'existence de chacun de nous. La conscience généalogique de l'existence politique, c'est quoi? Chaque homme qui naît sur la terre, d'une manière générale, dans sa tribu, le Baluba, dans sa tribu, le Bakongo, dans sa nation, le Congo, dans sa faculté, le droit, vient après avoir subi l'apport des autres, relever un défi, bénéficiant des charismes, c'est-à-dire des dons spéciaux en lui. C'est ça le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel, c'est ce que Dieu vous a donné, que l'autre homme ne peut pas avoir. C'est-à-dire, on n'apprend pas ça. Non, on développe, on n'apprend pas. C'est en vous. Voilà, vous avez compris la spiritualité, c'est l'autorité que vous avez avec des charismes, des dons spéciaux qui font votre destin et qui sont même au-delà de vous-même. Quand vous avez un leader providentiel au Congo, il n'a pas les membres, il n'a pas les moyens de trahir son peuple. On lui a ravi tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Quand vous prenez une chèvre très puissante face à un lion, la chèvre, Dieu lui a dépourvu des moyens d'attaquer les lions. Et le petit mouvement de lion la tue. Le leader providentiel, c'est comme un lion. C'est quelqu'un que Dieu a équipé. Donc lui ne vient pas blaguer de vous. J'entends des gens dire qu'il n'existe pas d'homme providentiel. Non. Et on n'en a pas besoin. Non, non, il y a ceci. Dans la spiritualité, je vais vous donner un passage. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Ça, c'est la spiritualité de la politique. Okay. 2.
au grand mot d'État, remède de leurs hommes providentiels. L'homme providentiel se conjugue au passé, pas au présent. Sinon, on risque de commencer à dire c'est Fumututu. Non. L'homme providentiel, c'est l'homme de la situation. Avant, c'était la crise. Après lui, la crise n'est plus. Vous êtes au Maroc. Vous savez qu'il n'y a pas... La maladie qui tue les Congolais, beaucoup ici, c'est quoi? La malaria, non? Malaria. Vous savez qu'il n'y en a pas au Maroc? Oui, je sais. Est-ce que c'est un pays développé? On voit. Mais qui a fait qu'il n'y ait pas ça au Maroc? Choléra, il n'y en a pas. Malaria. Mais c'est ça, l'homme providentiel, voilà. C'est un homme qui trouve une solution à une crise qui n'avait que persister avant lui. C'est ça. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'homme providentiel, et tous ces hommes qui ont répondu aux problèmes de l'air, positivement aux problèmes de l'air cité, on les appelle qui? Jeanne d'Arc, c'est un homme providentiel en France. Alors, quelle corrélation entre l'ordre spirituel et l'ordre scientifique? Qui nourrit l'autre? C'est la même chose. Ah, c'est une bonne question. Donc, c'est comme vous me posez la question, quelle relation entre Gédéon à l'école primaire et Gédéon à l'école secondaire? C'est ça votre question. Il n'y a pas de Gédéon. L'école primaire, c'est ça la spiritualité. Et son développement, c'est ça la science. Et sa structuration, c'est ça la politique. Parce que, je vous pose cette question parce que je sais qu'ailleurs, ce sont plus les philosophes, les écrivains qui ont nourri, enrichi les débats politiques. Mais un philosophe est plus important qu'un pasteur. Ouais. Parce qu'un pasteur est un religieux, un philosophe est un homme spirituel. Mais tous les bango na Congo. Mais au Congo, bon, écoute, termine en philosophie. Moi des philosophes. Si tu es licencié en philosophie ou docteur en philosophie, j'ai même suivi un député national au Parlement qui disait Botinda bana basala la classe moko ezangitina. Soki mwana asili na philosophie à cause de la musala wapi. Ça veut dire que la société n'est pas en mesure de consommer la spiritualité. Mais la philosophie est la mère de toutes les sciences. La philosophie est un ordre spirituel. Ah, Fumutoto. Je voulais dire amen, mais nous sommes à la télé. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, parce que c'est mon temps. Entre un politologue, un économiste et un juriste, vous prenez qui? Mais laissez d'abord les juristes. Laissez d'abord l'économiste. Cherchez l'anthropologue, les sociologues, les politologues, les philosophes pour qu'ils fixent la société. Une fois qu'ils ont terminé à fixer la société, on a besoin de garde-fous, on appelle les juristes. Il faut une conférence pour ça. Ben alors dites-moi, mais au Congo, quand quelqu'un te dit qu'il a fait les sciences politiques, on croit qu'il a appris à mentir. On le réduit à sa plus simple expression. Vous voyez, un politologue est ici, mais un juriste est conseiller administratif dans un ministère. Mais le juriste a étudié l'administration. Un politologue est ici, vous voyez un journaliste. Au Congo, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise l'administration qu'un politologue. Mais le politologue, quelle est sa formation? Il a fait les sciences sociales, politiques et administratives. Vous voyez un politologue qui est ici, mais un journaliste de l'IFASIC chargé en communication d'un ministre. Je vais vous choquer. Mais la communication politique, ce n'est pas le journalisme. Même si vous l'apprenez chez vous là, ce n'est pas la communication politique. Vous apprenez la communication politique dans la manière de chercher l'information, traiter et diffuser. Mais la communication politique, on la crée, on l'anticipe. Malheureusement, on est à la fin. Malheureusement, voilà. La faiblesse que nous avons au niveau de la spiritualité, c'est que vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui restera de vous après votre mort? Un homme spirituel comme Lavoisier, il veut rester, enseigner, il est parti. Un homme spirituel comme Socrate, nous continuons. Écoutez, Socrate, c'est 4 siècles avant Jésus. Mais quand on les lit aujourd'hui à l'université, à l'école, c'est comme si les types-là, ils réfléchissaient aujourd'hui. Mobutu est parti. On se souviendra de lui en quoi? Mais Lumumba qui n'a pas fait 3 mois de fonction, il a des disciples. Mais Mobutu qui avait 32 ans, oublié. C'est une leçon. Alors je vais terminer avec la spiritualité de la politique. Le premier président de la République. Dirigeants. Le premier président. Aujourd'hui, on n'aura pas malheureusement le temps de parler des armoiries. Le premier président de la République. Joseph Kasavubu. Le deuxième, Joseph Désiré. Joseph Désiré Mobutu. Il n'y a pas lien de nom. Ouais. Le premier est Joseph. Le deuxième, Joseph Désiré Mobutu. Le troisième, Désiré. Laura Désiré. Et le quatrième, Joseph. Mais le cinquième, Félix. Ça signifie que si lorsque nous allons critiquer la fois prochaine, nous allons trouver des liens spirituels entre les 4 premiers et la transition spirituelle entre Félix Tshisekedi et eux.
On a marqué une transition. Oui, maintenant le président Tshisekedi a évité des problèmes. Soit qu'il va innover, parce qu'il n'est pas dans la même lignée spirituelle que, soit qu'il va l'engloutir. D'où il faut des hommes spirituels autour du chef. Pour dire au chef, vous avez remis le pays à Jésus-Christ, qui est le prince de la paix. Comment entretenir ça? Vous avez décidé de récupérer les œuvres d'art des Congolais, des Africains. Tout un symbole. Où en sommes-nous? Vous êtes Félix. Qu'est-ce que ça veut dire, Félix? Oui, on demande au chef le dialogue. Si le chef refuse le dialogue, mais son nom va le contredire. Chilombo, qu'est-ce que ça veut dire à Chiluba? Rassembleur. Ah. Est-ce qu'il y a des Congolais qui connaissent les significations de leur propre nom? Mais un nom est une vibration spirituelle. Tshisekedi, c'est quoi en Chiluba? Chilombo, c'est quoi en Chiluba? Donc, si son nom dit rassembleur, et vous êtes son proche, vous le conseillez contre le rassemblement. Au lieu de lui dire, voici les dangers de mal rassembler, et voici les possibilités de mieux rassembler, vous dites pas question. Mais vous tuez sa spiritualité. Et qu'est-ce qui va arriver? Parce que de par sa nomination familiale, c'était un rassembleur. Chilombo, c'est rassembleur, sauf erreur de ma part. Alors, qu'est-ce qui a rendu le pouvoir de Mobutu aussi fort? On termine par là. Le pouvoir de Mobutu n'a jamais été fort. C'est le pouvoir le plus faible. Sa spiritualité n'a pas été... Non, Mobutu n'a jamais eu une spiritualité de la politique. Comment? Mais je te dis. Chrétien, il est entré au pouvoir avec des noms. Il a fait la formation jésuite. Non. Et après, il fait le recours à l'authenticité. Vous savez que quand vous lisez le code pénal congolais, je crois que 14, quelque chose comme ça, il est interdit lors d'un service de baptême de donner aux Congolais des noms à consonance étrangère. Pourquoi? Parce que quand vous donnez à vos enfants des noms, prénoms étrangers, chaque nom et prénom a son esprit. Je donne l'exemple à tous qui vont me suivre. Prenez votre nom. Vous, votre nom, c'est qui? C'est Gédéon. Entrez dans le dictionnaire de signification des noms. Vous verrez que votre comportement est tel que Gédéon. Vous avez raison. Prenez votre nom, Hélène. Entrez dans... Il y a des dictionnaires des noms. Mais Mobutu a changé de nom combien de fois? Il a changé de costume combien de fois? Qu'est-ce qu'il recherchait? Il cherchait la spiritualité, mais il était tricheur, il ne pouvait pas en avoir. Parce que si vous êtes spirituel, vous devez être concret. Tu vois comme moi je dis ça. Okay. Jusqu'à ma mort. C'est ça qui renforce votre pouvoir et spiritualité. Moi là. Après, je prends les armes contre les Congolais. Dans le week-end, ça a été. Non, je dis moi là. C'est-à-dire, si je trouve que politiquement, je ne sais pas arriver, je prends ma plume. Je ne sais pas si vous savez que si vous voulez diriger et que le corps ne vous permet pas, vous pouvez décider de diriger spirituellement, vous écrivez beaucoup. 30 ans, 50 ans, il y a des esprits qui viendront vous animer et c'est votre autorité qui va diriger le pays. Mais tous ceux qui ont créé le socialisme, tous ceux qui ont créé le libéralisme et les présidents libéraux, qui sont les autorités des autres? Les géniteurs du libéralisme, les géniteurs du socialisme et un président libéral, un président socialiste, qui dirige l'autre? Je ne sais pas si vous avez compris. Je comprends. C'est lui qui a créé la faculté de droit et tous les professeurs juristes qui est le maître de l'autre. Donc, c'est-à-dire que si on comprend que l'homme a 3 parties, l'homme est esprit, l'homme est corps, l'homme est milieu. Si votre corps ne vous permet pas de sauver le Congo, prenez votre esprit. Alors, il y a lieu de tout remettre en question. Mais je te dis, d'abord, le système politique est le produit du système éducatif. Le système politique est le produit du système familial. Le système éducatif est le produit du système du culte. Alors, si le culte a échoué, l'école a échoué, la famille a échoué, l'État va échouer, la politique va échouer. Oh, le système éducatif de l'INIKIN, de l'IPEN, de l'IEC est archaïque. Comment vous voulez que ces professeurs sous-développés, ces étudiants sous-développés puissent se donner les meilleures idées dans la politique? Non. Si vous voulez avoir des hommes politiques de qualité, créez des hommes spirituels de qualité, des scientifiques de qualité et des chefs de famille de qualité, des enfants bien éduqués de leurs parents, les étudiants venus de bonnes universités.
Les croyants venus des bons cultes de développement, mais ce sont eux qui sont des meilleurs hommes politiques. Mais un aventurier de sa famille, c'est un voleur dans les institutions de l'État. Nous avons tué tout ce qui... La politique ne fonctionne pas elle-même. Donc, chers compatriotes, alors quand vous prenez la spiritualité, quand Kagame vous dit, l'AF-123 c'est Kabila, même si c'est faux, il se manque de Congolais spirituellement. Il dit, vous êtes le seul peuple qui accepte de prendre les armes contre lui-même. Mais qui est plus grand dictateur que Poutine? Les Allemands, les Anglais, les Américains n'ont pas les armes pour donner à certains Russes d'attaquer Poutine. Est-ce qu'aux yeux de Russes, il est dictateur? Ah, merci. Vous avez bien dit. Est-ce qu'aux yeux des Russes, il est dictateur? Vous savez que spirituellement, il y a des concepts que les puissants inventent pour bloquer les petits. On nous appelle les pays sous-développés. Non, il n'y a pas de pays sous-développés. Il n'y a que des hommes sous-développés et des hommes développés. Alors, créons aussi des concepts pour contrecarrer. Ben, c'est ça la libération scientifique, la libération spirituelle. Mais tu sais, moi j'ai défendu un mémoire de D.A. Alinikine. Chaque chose, on me pose la question, tu as lu ça où? Et je pose la question, c'est le premier à lire là, il avait lu ça où? Donc, chers compatriotes, la spiritualité de la politique, c'est qu'au niveau de la spiritualité, on voit clairement où est-ce qu'on était avant de prendre le corps. Qu'est-ce qu'on est venu faire pour son pays et qu'est-ce qu'on fera pour son pays pendant qu'on n'est plus en chair. C'est ça la spiritualité de la politique. Voilà. Qu'est-ce que le pays, votre pays va gagner longtemps que physiquement vous n'êtes plus. Eh, merci beaucoup, Funtoto. Ça, ce n'est qu'une série d'émissions que nous allons lancer pour révolutionner la pensée. Je dirais que c'est l'un des meilleurs numéros de Politicon. L'émission de la décennie ou du siècle, je dirais. Je me permettrai l'exagération. Allez, on est arrivé à la fin. On n'a pas tout dit, mais quand même, on a fait un premier pas, l'essentiel. Et si on souscrivait à un programme régulier, pour ces émissions peuvent être consommées dans les salons politiques, fêterés, et pour que ça puisse aider. C'est important qu'on se rabatte là-dessus. Et prochainement, on pourrait parler des armoiries, du drapeau et oui, je voudrais que prochainement, nous puissions parler de l'hymne national. De l'hymne national aussi. La spiritualité de l'hymne national congolais. Et nous allons parler des couleurs de notre drapeau. Qui les a inventées? Voilà. Nous avons dit que nous sommes décolonisés, mais nous sommes restés avec un drapeau à couleur de Belges. C'est que sur le plan spirituel, nous sommes encore colonisés. Et Kimbango n'est pas encore présent dans nos cœurs. Voilà. Surtout pas. Merci. On se fixe rendez-vous pour un autre jour. Merci d'avoir suivi l'émission. En tout cas, partagez l'émission, coupez les extraits, mettez sous les réseaux sociaux. Vous en avez entièrement droit. Et quant à nous, Politique, on revient avec la même dose et le plaisir. À tout à l'heure. Inch'Allah. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.